Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième session consacrée aux radicalités et à la violence politique. J'ai le plaisir d'accueillir Cécile Boex, qui est maîtresse de conférence à l'EHESS. Sa thèse en sciences politiques porte sur la production cinématographique en Syrie entre 1964 et 2010, comme vecteur d'expression contestataire en contexte autoritaire. Elle travaille sur les usages de l'image et de la vidéo en contexte de conflit ou de révolte à l'international, et notamment sur les procédés d'écriture filmique et aux usages protestataires de la composante religieuse dans le conflit syrien. Elle a coécrit en 2021 avec Madame De Victor, Syrie, une nouvelle ère des images, de la révolution au conflit transnational, aux éditions du CNRS, et elle fait partie de l'équipe de recherche de l'ANR Rigoral. Cécile, tu as 20 minutes. Ouais, merci beaucoup. Alors, moi, je vais axer mon propos sur la radicalité telle qu'elle est façonnée dans la propagande audiovisuelle djihadiste. Et je parlerai plus spécifiquement de la propagande qui s'adresse à ceux qui veulent s'engager dans le contexte spécifique du redéploiement du djihad en Syrie à partir de 2013, moment où la révolte se transforme en conflit armé transnational. Alors l'idée, déjà, c'est pas du tout de présupposer de l'efficacité de ces vidéos à faire basculer, entre guillemets, des individus dans des trajectoires d'engagement radical, mais l'idée, c'est de mieux comprendre comment ces vidéos, elles mettent en forme des rapports au monde, à soi et aux autres, qui s'articulent autour de la rupture existentielle qui est exigée par l'engagement dans le djihad. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais évoquer deux thématiques récurrentes de ces vidéos. D'abord, la nécessité d'un déracinement pour s'enraciner ailleurs, qui renvoie à l'idée d'une métamorphose par la hijra notamment, qui désigne l'émigration en Terre Sainte, en l'occurrence ici en Syrie. Et ensuite, j'évoquerai la déréalisation paradoxale du combat et de la violence et la banalisation du djihad. Alors pour ce faire, je vais m'appuyer sur un corpus de vidéos de deux groupes très différents. Le premier corpus, il est constitué à partir de vidéos du groupe 19HH créé par Omar Homsen, qui est un franco-sénégalais, qui en 2013 en Syrie fonde Firqat el-Ghuraba, la brigade des étrangers, qui regroupe principalement des combattants francophones. Alors Omar Homsen, il a déclaré son allégeance à Al-Qaïda dans plusieurs de ses vidéos et son groupe en Syrie combat d'abord aux côtés du Front Nusra qui est affilié à Al-Qaïda, ce qui lui vaut l'hostilité de l'organisation de l'État islamique. La brigade des étrangers va participer à quelques combats en Syrie, notamment dans les provinces de Idlib et de Hama, mais au final, c'est un groupe qui reste assez isolé et marginal sur la scène combattante en Syrie. Et même si Omar Homsen se déclare proche d'Al-Qaïda, en fait, lui et son groupe font figure d'électrons libres sur la scène djihadiste. Alors, sa production audiovisuelle, qui compte à peu près une trentaine de vidéos depuis 2012, elle rend compte justement de cette position de marginalité. C'est une production qui est très personnalisée, qui est réalisée de manière totalement indépendante avec des moyens modestes. Et les vidéos d'Omar Homsen, elles se singularisent aussi par le fait qu'elles mobilisent un répertoire particulièrement hétéroclite de références religieuses, cinématographiques, médiatiques, historiques et visuelles. Alors sur ce corpus donc de Omar Homsen, j'évoquerai plus particulièrement l'une des thématiques récurrentes de ces vidéos, qui est le passage d'un état de croyance à un autre, et qui est développé à partir de la rhétorique binaire du vrai et du faux musulman, et où la hijra est présentée comme une épreuve de vérité. La deuxième thématique à laquelle je vais m'intéresser, c'est celle de la déréalisation de la violence combattante et de la banalisation du djihad, à partir cette fois de vidéos produites par l'organisation de l'État islamique. Alors là, on est dans une économie audiovisuelle qui est complètement différente, sans commune mesure avec celle de Omar Homsen, en termes d'échelle, de structure et de moyens. Et de fait, de 2014 à 2017, à peu près, l'État islamique contrôle un territoire important en Irak et en Syrie, et donc va élaborer un vaste plan de communication pour diffuser sa vision du monde et pour aussi affirmer sa qualité de nouvel acteur politique.
Et la vidéo occupe une place privilégiée au sein de l'État islamique. Et dès 2014, c'est plus d'une dizaine de vidéos qui va être diffusée par semaine. Cette production audiovisuelle, elle est très diverse et elle est conçue à la fois comme une arme de guerre, un outil de légitimation et aussi un outil de recrutement. Donc l'État islamique a véritablement poussé à l'extrême le concept de djihad médiatique inventé avec Al-Qaïda en déployant une infrastructure conséquente avec aussi une dizaine de branches médias issues des différentes zones occupées en Syrie et en Irak. Et le style visuel des vidéos de l'État islamique est très travaillé, avec un soin particulier accordé à la prise de vue, au montage et à la post-production. Donc l'objet de cette communication, c'est vraiment de donner un aperçu, vraiment un aperçu concret des imaginaires pluriels de la radicalité tels qu'ils sont conçus par certains groupes djihadistes dans leur production vidéo. Alors Omar Homsen commence à réaliser des vidéos en 2012, un an avant son départ en Syrie, avec la série 19HH, l'histoire de l'humanité, qui est diffusée sur YouTube, Dailymotion et Facebook et qui a été vue par des dizaines de milliers d'internautes. Cette série, elle donne le ton pour la production à venir et qui se caractérise par un montage très rythmé de séquences empruntées à des blockbusters américains, des extraits d'émissions de télé, des discours politiques, des sermons, des discours de figures d'Al-Qaïda, des images d'archives, des images de synthèse et aussi des versets coraniques traduits en français. Et tous ces éléments qui vont être aussi ponctués par des intertitres et la voix off de Omar Homsen, donc qui va affirmer aux spectateurs que les médias et les politiciens le manipulent, que les musulmans sont humiliés et qu'ils ont le devoir de se défendre. Donc la vidéo, elle est conçue un petit peu comme une contre-offensive par laquelle il s'agit de dénoncer les médias, la classe politique française principalement, mais aussi internationale, et le mode de vie occidental qui dénigre et pervertit l'islam. Et au sein de cette propagande, la thématique de la distinction entre le faux musulman, l'hypocrite, et le vrai musulman, et les modalités de passage du premier au second est centrale. Alors sur le premier PowerPoint là, qui est affiché, donc c'est une capture d'écran de la série Les Faux Semblants, qui est réalisée en 2015. Donc on a un manichéisme parfait qui laisse place à aucune espèce d'ambiguïté, où on a un schéma qui permet de visualiser la partition de la communauté musulmane en deux groupes, les hypocrites et les véridiques. Et vous notez ici aussi l'iconographie très PowerPoint dans un souci de pédagogie et d'efficacité. Donc dans cette série Les Faux Semblants, il s'agit pour Omar Homsen de lancer un appel à suivre la voie d'Allah pour celles et ceux qui sont, selon lui, dans la mécréance. Et la mécréance renvoie à une catégorie qui englobe aussi bien les non-musulmans que les musulmans qui vivent dans des pays non-musulmans et qui acceptent leurs normes et leurs valeurs. Et dans cet appel, Omar Homsen s'inclut aussi lui-même et se donne toujours comme modèle d'exemplarité implicite de délinquants repentis qui s'est tourné vers la religion. Il invite, par exemple, je cite, à rejeter nos éducateurs occidentaux qui ont tenté de nous égarer. Nous nous repentons de cette vie d'insouciance, de l'hypocrisie qui nous a touchés, des actes que Shaitan, le diable, nous a inspirés. Et pour lui, l'école, le système politique et la société du divertissement produisent, je cite encore, des rebelles égocentriques matérialistes, orgueilleux, rejetant toute autorité et toute soumission envers le Créateur. Il souligne aussi dans cette vidéo l'absurdité des étapes à valider dans cette vie futile, l'école, le travail, la retraite et l'attente du samedi soir et des vacances. Et au sein de ce système, il dénonce la majorité des musulmans qui n'ont selon lui que de musulmans que le nom. Et donc ici, il stigmatise celles et ceux qu'il nomme les assistés bienheureux, qui se concurrencent dans la médiocrité et dans l'oubli de leur identité. Et il illustre ce propos avec ce type d'image. Voilà. Ou encore ici. Donc des images qui ont toujours un statut d'illustration par rapport à son discours. Il fustige aussi la collaboration au système de ceux qui travaillent et qui payent des impôts pour financer leur armée qui nous combat, c'est-à-dire ceux qui se sacrifient pour protéger les musulmans. Les faux musulmans, pour lui, ce sont aussi ceux qui adhèrent à la pratique de l'islam dans les mosquées de France
Et pour lui, cet islam est faux parce qu'il se conforme aux exigences des mécréants. Et il interpelle les musulmans en France et donc les accuse de vouloir sauver, là je cite encore, leur belle étiquette de musulmans modérés, pacifiques. Donc il s'adresse aussi enfin aux représentants officiels de l'islam de France, qu'il dit être complexé par la vérité en prêchant un islam confectionné sur mesure en collaboration avec le gouvernement. Et au moment où il dit ça, on voit notamment un extrait de vidéo d'un prêche dans la mosquée d'Arles, où l'imam dit que le vrai djihad, c'est le djihad personnel qui consiste par exemple à se lever à 5 heures du matin pour venir prier, alors que pour Omar Homsen, le vrai djihad, c'est d'aller combattre en Terre Sainte pour défendre la communauté des musulmans. Et donc c'est pourquoi il annonce aussi qu'il a rompu avec ce système et invite d'autres à le suivre. Et ici, la hijra, donc l'émigration, est présentée comme une épreuve de vérité. Alors la hijra, elle fait référence au départ du prophète Mohammed et de ses compagnons de la Mecque vers Médine pour créer un modèle de communauté qui était non plus établi sur les liens du sang, mais sur une communauté de destin fondée sur la croyance. Et donc c'est un événement fondateur qui marque le début du calendrier musulman. La hijra, c'est donc une rupture totale qui implique aussi une rupture familiale. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, Omar Homsen s'adresse aux parents en leur disant « Vous avez choisi de rester parmi les mécréants, eh bien, que vous soyez nos pères ou nos mères, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. » Donc la hijra, elle est présentée à la fois comme une rupture, comme une repentance, mais aussi comme un moyen de convertir l'humiliation en capacité d'action pour s'élever vers Dieu en rejoignant la communauté des vrais croyants. Et ce passage, il implique une réforme individuelle et qui est guidée par une volonté de vivre sa religion librement. Et ce passage, il est présenté aussi comme une forme de salut et de réussite ici-bas et dans l'au-delà. Un propos qui est illustré par ce slide. Alors là, je vous montre donc cette capture d'écran d'une autre série qui s'appelle Comme des lions, qui a été réalisée en 2017, où on retrouve encore une fois une iconographie un petit peu hybride, mais qui fait quand même penser à une iconographie marketing, où on voit cette silhouette qui s'apprête à traverser un pont entre deux montagnes, formées par le mot « success » en anglais. Et c'est comme si la réussite sociale, présentée comme à la fois inaccessible et futile, était ici remplacée par une réussite religieuse qui serait la seule garante d'un épanouissement personnel. Et donc le succès religieux est une affaire de choix individuel et la vraie liberté, c'est la soumission à Dieu. Et ici, le vrai musulman ne doit pas se contenter d'être un bon croyant, il doit aussi lutter pour la cause d'Allah et devenir un défenseur de la vérité. Alors, dans les vidéos de l'Organisation de l'État islamique, qui vise aussi à mobiliser de nouvelles recrues, la hijra constitue, encore une fois, un élément essentiel qui est toujours associé à l'obligation du djihad. Et ce qui frappe dans cette production audiovisuelle, qui, je l'ai dit, est très différente de celle d'Omar Homsen, parce qu'il s'agit d'un groupe qui domine la scène djihadiste en Syrie, et qui déploie des moyens beaucoup plus conséquents, ce qui frappe dans les vidéos de l'Organisation de l'État islamique, c'est la banalisation du djihad, qui se construit sur une esthétisation et une déréalisation de la guerre et du combat qui sont présentés presque sur un mode ludique. Par exemple, dans une vidéo très courte tournée à Raqqa en 2014, qui s'intitule en anglais, donc ça c'est ma traduction, « Le tourisme de ma nation islamique, c'est le djihad dans le chemin de Dieu », on peut voir des combattants qui sont dans des moments de détente. Donc on peut avoir ce type d'image. Donc là, il s'agit de l'Euphrate. Voilà, un combattant au coucher du soleil, ou alors qui ouvre une grenade avec un couteau de combat. Donc ici, la guerre, c'est un décor. Un couteau de combat, ça sert à partager un fruit, et donc le danger n'est absolument pas palpable. La peur, la fatigue sont complètement absentes. Et dans cette vidéo, le djihad est présenté comme une aventure, une quête de soi, et produit des modèles d'héroïsme accessibles. Et ce qui est frappant, en fait, dans beaucoup de vidéos d'État islamique, c'est ce brouillage entre le temps de la guerre et le temps du divertissement, et l'exotisme aussi.
Alors, on va retrouver ces éléments dans un autre format de vidéo qui vise à recruter. Ce sont les Mujah Tweets. Il s'agit d'une campagne vidéo sur Twitter qui s'est faite à partir de mai 2014, qui a été réalisée par la branche médiatique la plus importante de l'État islamique, qui est Hayat Media, qui cible spécifiquement les publics non arabophones. Et ces courtes vidéos, donc il y en a 8 en tout, s'apparentent un peu à des spots publicitaires. Et donc, elles visent au recrutement des combattants étrangers. Le but, c'est vraiment de donner un aperçu de la vie quotidienne dans l'État islamique. Mais une vie quotidienne où, encore une fois, la guerre est complètement évacuée. Dans un Mujah Tweet qui est consacré au marché de Raqqa, la caméra va déambuler parmi un marché animé. Voilà. Donc, vous voyez là le côté très pro aussi de cette forme audiovisuelle. Donc, et là, on a carrément un point de vue touristique, exotique, qui est parfaitement assumé. La caméra, elle insiste aussi sur les liens amicaux avec la population. Et donc, cette immersion dans le marché de Raqqa vise à mettre en scène la normalité et à dire en fait qu'il n'y a pas de pénurie, il y a une abondance de marchandises, et donc les combattants peuvent venir en famille et mener une vie normale. Dans cette production aussi, les combattants sont paradoxalement présentés comme les garants de cette vie pacifiée, venant même en aide à la population, comme l'affirme l'un d'eux, Abu Tamima, dans un autre Mujah Tweet. Donc Abu Tamima, c'est lui. Donc c'est un combattant français qui était originaire de Grenoble et en fait qui a été tué en 2014, peu de temps après le tournage de cette vidéo. Et donc Abu Tamima appelle ses frères et sœurs à quitter les pays de Tawarit, donc les pays qui n'appliquent pas la loi islamique, et il affirme que rejoindre l'État islamique est une obligation aujourd'hui pour les musulmans. Et on remarque aussi dans cette particulièrement dans la production de l'État islamique, une hyper-individualisation de la figure des combattants qui deviennent presque des ambassadeurs de l'État islamique au sens marketing du terme. Alors pour finir, j'aimerais aussi vous montrer une capture d'écran d'une vidéo de combat où on observe cette même déréalisation de la guerre. Il s'agit d'une vidéo qui a été tournée dans la province de Deir ez-Zor en Syrie, Wilayat el-Khair, la province du bien, qui s'intitule Le Sniper de la province du bien, et qui a été mise en ligne en 2015, et réalisée par le bureau médiatique de cette province. Et là, on est vraiment dans l'imaginaire du jeu vidéo de tir à la première personne, avec la caméra subjective. Au début de la vidéo, l'arme est présentée, voilà, avec le calibre, la capacité, etc. Et aussi, quand le sniper tue des cibles, on a des arrêts sur image, des répétitions, des rembobinages qui contribuent complètement à déréaliser l'acte de tuer et à assimiler la guerre à un jeu et du coup à complètement aseptiser la violence et l'acte de tuer. Alors cette brève présentation de certains éléments de la propagande audiovisuelle de deux groupes djihadistes, elle est évidemment très localisée dans le temps. Il s'agit d'un moment très particulier de l'expansion du djihad en Syrie entre 2013 et 2015-2016. Aujourd'hui, avec le net recul de ces groupes sur le terrain, la production s'est considérablement réduite et il n'y a plus de vidéos de ce genre. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est d'une part la pluralité des langages audiovisuels djihadistes qui renvoient à des stratégies, à des imaginaires et aussi à des rapports de force singuliers sur le terrain. Et d'autre part, ce paradoxe de l'appel à un engagement radical qui minimise la violence combattante et la prise de risque pour ceux qui s'y engagent, alors que sur le terrain, évidemment, il n'en est rien. Et finalement, la violence visuelle, elle existe, évidemment, mais elle se situe plutôt du côté de la manière dont ces vidéos vont montrer la violence contre les civils. Hein, on a des vidéos particulièrement atroces de bombardements sur la population syrienne, et donc des vidéos qui visent à susciter l'indignation et donc le choc moral et l'enrôlement. J'ai fini. Donc la violence, elle se situe de ce côté-là, et elle se situe aussi dans les vidéos d'exécution qui sont évidemment les plus médiatisées, où là on n'est pas dans une stratégie de
de recrutement, mais on est dans une stratégie de terrorisation qui s'adresse donc aux ennemis de l'État islamique. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation à partir d'un regard d'analyse filmique et des médias mobilisés par ces radicaux, ces radicalités-là. Avant de laisser la salle poser des questions, je me demandais justement, ça m'a toujours interrogé cette différence entre l'esthétisation de certaines vidéos et l'ultra-violence le plus brut possible d'autres vidéos. Comment penser ça? Est-ce que c'est dans la stratégie de com ou c'est juste des personnes différentes qui s'en occupent ou si on reprend un peu là, tu utilises beaucoup, enfin, on sent la dimension marketing capitaliste de cette production médiatique-là. Il y a comme un hiatus entre ces deux formes-là de communication. Comment tu le comprends? Comment tu l'expliques? Oui, les stratégies d'esthétisation sont extrêmement bien pensées. Ce sont des stratégies, c'est pas du tout le fait du hasard. Par exemple, dans la première vidéo que j'ai montrée d'État islamique, où là, en fait, ce sont des vidéos qui sont filmées au téléphone portable. Donc, on pourrait se dire, ce sont des vidéos brutes, etc. Non, en fait, il y a vraiment l'effet tremblé, voilà, image amateur. C'est un effet pensé aussi pour souligner l'entre-soi combattant, la camaraderie, presque le film de famille, où là, à chaque fois, en fait, les formats des images est toujours pensé selon une intention particulière. C'est comme les images, par exemple, d'atrocités commises contre les Syriens sont des images aussi assez brutes, en général reprises soit par des activistes sur place ou par les médias. Elles contrastent avec les images d'exécution, où là aussi on se rend compte que plus les cibles sont importantes, on va dire, c'est-à-dire des membres de la coalition, voilà, des étrangers, des occidentaux, plus il va y avoir un degré d'esthétisation poussé à l'extrême. Si c'est des soldats syriens, bon, c'est assez bâclé en fait, c'est un effet de communication, mais en fait l'esthétisation, elle a pour but aussi la viralité, la diffusion, etc. Donc en tout cas pour l'État islamique, c'est quelque chose d'extrêmement pensé. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'avais une petite question, en particulier sur ces vidéos-là de l'État islamique. Qu'est-ce qu'on sait sur le profil des gens qui les font? C'est-à-dire, il y a un savoir-faire, il y a des compétences, mais est-ce que c'est le principe un peu englobant de mettre ces compétences au service du djihad et il se trouve qu'il y a des gens qui ont ces compétences-là, ou est-ce qu'ils se sont formés? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion de parler avec des gens qui travaillaient dans cette production-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux profils. En fait, il y a des gens qui effectivement s'engagent dans le djihad et dans l'État islamique et qui ont ces compétences-là et qui vont donc ces compétences vont être mises à profit dans cette production-là. Il y a aussi le cas d'activistes syriens qui ont développé des compétences en fait sur le terrain de prise d'image, de montage, etc. et qui vont être payés en fait, des sortes de vacataires entre guillemets. Ils n'ont pas trop le choix en fait quand Raqqa est occupé et qu'on leur demande de faire ça, et qui vont travailler aussi pour faire ce type de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement centralisé en fait. C'est que il y a les preneurs d'images, mais ensuite toute la post-prod, tout ce qui est montage, là pour le coup les preneurs d'images n'ont plus du tout la main. Contrairement à Omar Homsen où là on est dans quelque chose de très artisanal et où voilà, il y a pas d'entité, il y a pas d'une institution qui va prendre en charge les vidéos et les formats. Pour l'État islamique, c'est extrêmement contrôlé. Anne-Sophie. Oui, ma question, c'est à part ce que tu as montré sur la première slide, est-ce que les arguments spécifiquement religieux, type punition divine ou autres, apparaissent, ou est-ce que finalement tout
Parce que dans ce qu'on a vu visuellement, c'est voilà, c'est plutôt l'aventure de la guerre, etc. Oui, non, il y a évidemment il y a des citations de hadiths, il y a des éléments religieux. Il y a aussi ces éléments-là qui sont très importants. Mais dans le sens de, par exemple, de faire peur à celui qui viendrait pas, punition ou... Ça, je l'ai pas, non, ça, je l'ai pas rencontré. On est vraiment dans la notion de devoir, et de remise en cause, finalement, de test, en fait. Il s'agit d'un test. Et non, il n'y a pas du tout ce que tu décris sur la peur et tout ça. Non, ça se situe pas du tout à ce niveau-là. Ça me fait penser, pour faire le lien avec l'exposé de Younes précédent, sur cette mobilisation interne d'arguments religieux. On est au final, ironiquement, c'est certainement pas ironique du tout, mais sur quelque chose de très sécularisé. Pour quelque chose qui dans nos cases traditionnelles serait ce qu'il y a de plus extrême, et le discours lui-même est extrêmement est presque séculier par rapport à ce que tu as pu exprimer. Alors, je sais pas si ça fait sens pour toi ça, mais c'est l'effet que ça donne un peu. C'est vrai que j'ai pas mis l'accent sur les arguments religieux. Il y a aussi, par exemple, dans la Hijra, l'argument que la bataille des fins des temps va avoir lieu au Cham, à Dabir. Donc il y a aussi tout cet imaginaire apocalyptique très présent chez Daesh qui innerve cet imaginaire-là. Mais ce qui est étonnant, c'est si tu veux, c'est le remix en fait de différentes références, lexiques, discours, où il va y avoir des imbrications, et surtout ce qui est peut-être ce dont on a parlé ce matin, c'est la mise en avant de l'individu, de la quête individuelle de cette de cette recherche spirituelle aussi, qui est une recherche à la fois religieuse, politique, donc où les deux sont complètement imbriqués, et où où le salut individuel est très 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 présent. Et là, pour le coup, autant chez Omar Homsen que dans l'État islamique. Donc, ce sont des formes, oui, de religiosité complètement contemporaines, en fait, inscrites dans des mouvements. Alors, Hélène, et puis vas-y. Oui. Bonjour, j'avais juste une petite question sur la situation n'est plus la même pour l'État islamique. Donc ils en produisaient beaucoup, vous disiez jusqu'en 2017. Est-ce que vous savez si maintenant il y a, je ne suis pas ça, mais s'il y a encore des vidéos qui sont faites, et quelle forme elles prennent et comment elles sont réalisées? Parce que j'imagine que les institutions dont vous parliez ne sont plus les mêmes, elles sont peut-être plus présentes. Enfin voilà, quelle forme ça a pris là? Alors, ces dernières années. J'ai pas trop suivi, mais ce qu'il y a en ce moment, parce que il y a toujours des combats, c'est vraiment des formes de communiquer. On n'est plus du tout dans cette grosse production, même si certains l'ont comparé à Hollywood, ce qui est pas du tout, on n'était pas du tout dans ces formats-là, mais il y avait quand même quelque chose de très structuré. Là, c'est complètement déstructuré, donc on est surtout dans des formes de communiquer. On n'est plus du tout dans ce type de vidéo-là. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Moi, ma question, c'était plus par rapport à la transnationalité des productions visuelles et filmiques qui sont faites par l'État de Daesh, et justement ces compétences qui sont délocalisées, parce qu'on a l'impression que toute la production filmique a été faite sur place, mais on a aussi des preuves que toute la production, une partie de la production a été faite ailleurs, notamment, voilà. Donc, comment vous avez questionné, vous, ces solidarités transnationales pour la production filmique, premièrement. Deuxièmement, sur la question de... là, on voit dans ce que vous avez présenté, donc la mobilisation de la victimisation et la persécution des musulmans, etc., dans la production. Ça renvoie à ce que disait M. Praté par rapport à la notion de Ghorba, et donc c'est mobiliser justement cette
cette persécution et victimisation pour justement voilà, créer des solidarités. J'avais une question par rapport justement à comment ces vidéos aussi, comment dire, ont ramifié, si vous voulez, la notion de mécréance. Et là, on s'adresse plus du tout à l'Occident, mais aussi à toutes les personnes, les communautés soufis, les communautés chiites, les communautés yézidis, toutes les communautés musulmanes ou non musulmanes d'ailleurs dans le territoire de combat plutôt. Merci. Merci. Donc non, j'ai pas du tout interrogé les solidarités internationales pour les vidéos, mais oui, vous avez tout à fait raison. Les traductions, certaines opérations de post-prod, l'enregistrement de Anachid, c'est fait dans des studios ailleurs, etc. Donc c'est vrai que c'est une piste très très intéressante. Après, c'est toujours très difficile en fait de travailler concrètement sur cet aspect-là. Mais en tout cas, l'international djihadiste promu par l'État islamique, ça fait partie de son message. Et évidemment, toutes les vidéos sont traduites en plusieurs langues. Enfin, il y a un énorme travail justement sur voilà, cette internalisation qui se voit aussi dans la manière dont sont faites et diffusées les vidéos. Sur la question des types de mécréances, oui. Alors là, j'ai pris le cas de Omar Homsen, donc lui il s'adresse vraiment à la communauté musulmane française. Hein, c'est très voilà, son groupe est fait de francophones, etc. Mais oui, Daesh par exemple stigmatise aussi les chiites, toutes les en fait tous ceux qui sont hors de l'orthodoxie sunnite. Donc il y a tout un tas de voilà, et il stigmatise aussi les sunnites révolutionnaires syriens puisqu'ils sont pas assez religieux. Enfin il y a évidemment toute une comme vous le disiez une ramification de mécréances et de différents termes aussi pour qualifier ceux qui sont extérieurs et ceux qu'il faut combattre, bien sûr. Pardon. Juste pour peut-être j'ai pas précisé ma question, comment s'est déployée justement cette comment dire, cette ramification au niveau filmique, comment ça s'est déployé, manifesté? Avec des vidéos qui vont cibler telle ou telle communauté en expliquant que ce sont que ce sont des mécréants, que ce sont des koufars, qu'il y a différents termes aussi qui sont associés. Donc ça s'exprime aussi dans des vidéos particulières, dans des vidéos d'exécution parfois de certaines communautés ou voilà dans d'autres où il s'agit de cibler en fait les ennemis. Je peux pas vous en dire plus que ça parce que c'est pas voilà, c'est pas quelque chose que j'ai forcément travaillé, mais oui, il y a toute une hiérarchie d'ennemis à combattre parce qu'ils ne sont pas assez religieux ou ils sont religieux autrement et que. Alors, on prend une dernière question sur le chat. Francesco Ragazzi demande, déjà, merci pour la communication. Je me demande pourquoi à l'heure de YouTube, Instagram et d'autres moyens d'autodiffusion, on s'étonne que l'État islamique ait une stratégie de communication de haut niveau. N'y a-t-il pas là un impensé sur ce qui est compétent? Alors, c'est pas un étonnement, mais c'est juste que quand on regarde les différentes communications, par exemple, j'ai travaillé aussi sur Jabhat al-Nusra et sur Omar Homsen, on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes références, c'est pas les mêmes moyens de communication. Donc c'est pas parce que on a tout un réseau de communication très moderne que voilà que le djihadisme par la vidéo serait voilà le même partout. Je pense qu'il faut établir des différences et c'est pas du tout un étonnement. Sauf que ce qu'on observe, c'est qu'il y a un changement de paradigme avec l'État islamique. C'est-à-dire que voilà, avec les vidéos d'Al-Qaïda, c'est qu'on est plutôt dans quelque chose d'un peu plus austère, de beaucoup moins racoleur, et que l'État islamique mise totalement et de manière très très concrète sur la vidéo, parce qu'aussi il veut recruter un maximum. Dans les rangs d'Al-Qaïda, le recrutement est un peu plus élitiste. Dans l'État islamique, on observe une démocratisation du djihad parce que voilà, il y a des territoires qu'il faut occuper
où il faut il faut recruter, et donc on a quand même un changement de gradation dans la communication. Donc c'est pas un étonnement, hein, c'est pas voilà, je suis pas en train de dire oh les djihadistes savent faire des vidéos, non, c'est pas du tout ça, puisque de toute façon voilà, c'est quelque chose d'ordinaire, mais ce que je pointe, c'est les spécificités en fait de ces modes de communication là. J'espère que j'ai... Très bien. Merci beaucoup à toi. On va passer à la prochaine conférencière. Je te laisse switcher. Tu peux rester. Parce que je vais... Bonjour Madame Pisoyou, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Vous êtes chercheuse à l'Australian Institute for International Affairs de Vienne et vous avez effectué votre thèse en relations internationales à l'université de St. Andrews. Vous travaillez sur le terrorisme, la radicalisation et les politiques de défense dans une perspective pluridisciplinaire et comparative en Europe et aux États-Unis. Vous essayez de croiser les relations internationales, la criminologie, la psychologie et les cultural studies. Vous avez publié en 2012 Islamist Radicalization in Europe, an Occupational Change Process, désolé pour mon anglais minable, aux éditions Routledge, et plus récemment avec Richard Jackson, Contemporary Debates on Terrorism en 2018. Vous avez donc 20 minutes à présent. Je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Ok, merci. Merci pour l'invitation aussi et pour la possibilité de présenter en ligne. Je voulais en fait venir à Strasbourg. La situation ici en Autriche est dramatique à ce moment, alors je me suis décidée de rester ici. Alors, je vais commencer. Je pense que ma présentation est un peu complémentaire à ce qu'on a eu déjà entendu parce que ici, il y a, je me concentre en fait sur des processus socio-psychologiques. Alors, pas nécessairement l'idéologie ou la religion. Alors, je pense que ça va être intéressant de comparer les deux perspectives. La radicalisation n'est pas spécifique à certains types de personnes. Je commence par des observations générales parce que je pense que ça c'est important de savoir au début. Alors, n'est pas spécifique à certains types de personnes. Elle ne se limite pas à des spectres politiques spécifiques ou à la marge de la société. Il n'y a pas de profil terroriste ou extrémiste et des caractéristiques telles que le chômage ou la pauvreté ne sont ni suffisantes ni nécessaires pour expliquer la radicalisation, car les caractéristiques personnelles et les histoires, les biographies des individus qui se radicalisent sont trop diverses. La radicalisation et le terrorisme sont connus dans le spectre islamiste, extrémiste de droite et de gauche, et aussi monothématiques comme par exemple l'environnement ou les droits des animaux. La radicalisation peut affecter des individus, des groupes ou des sociétés, et est un processus profondément interpersonnel. Un environnement social d'un groupe de pairs, d'une communauté en ligne ou même d'une famille est nécessaire comme caisse de résonance ou parfois en tant que mentor ou afin de fournir des commentaires, des réactions positives ou négatives au comportement individuel et de maintenir la motivation. Dans la littérature, la radicalisation a été explorée au début au niveau du groupe et comme un clivage émergeait au sein du mouvement de protestation plus large, dans lequel des groupes ou des individus n'étaient plus satisfaits des résultats ou des perspectives des actions qui étaient en cours. Cela impliquait généralement une escalade vers la violence ou vers un niveau de violence plus élevé, comme par exemple de la violence de rue à l'assassinat ou à l'enlèvement. Un exemple typique a été la fraction de l'Armée rouge. Sur fond de désenchantement des politiques gouvernementales, un mouvement étudiant se radicalise jusqu'à créer un groupe clandestin qui pousse à l'extrême l'idéologie, les objectifs et les moyens pour les atteindre.
Généralement, une fois qu'un niveau de violence a été atteint et consolidé par plusieurs actes, les copieurs, alors en anglais copycats, peuvent suivre. On le voit aujourd'hui avec les formes contemporaines de radicalisation islamiste et d'extrême droite, où il existe déjà un modus operandi établi et une plus longue traînée d'actes violents. Il s'ensuit qu'au niveau du groupe, la radicalisation fait généralement référence au phénomène de devenir plus violent et plus extrême dans ses opinions. Ça peut produire dans l'ensemble d'un mouvement, mais s'accompagne généralement de la scission et de la radicalisation d'une plus petite partie d'un mouvement. En pensant aux formes contemporaines de radicalisation de droite, nous remarquons tout d'abord que les dimensions du groupe radicalisé ont considérablement diminué. Quelques personnes comme le groupe national-socialiste also en allemand c'est le Nationalsozialistischer Untergrund, à des individus comme Stefan B., qui avait l'intention de reconstituer l'attentat de Christchurch et a finalement tué 2 personnes, ou Tobias R., qui a abattu 9 étrangers, sa mère et lui-même. Nous voyons cette tendance à l'individualisation également dans le cas du djihadisme. À la différence de l'autre, cependant, le terrorisme djihadiste en Europe ne s'est pas produit à la suite de la radicalisation d'un mouvement plus large en Europe, mais était plutôt un débordement des mouvements terroristes existants en dehors de l'Europe. En fait, dans le cas, le mouvement salafiste a commencé à prospérer après les premiers attentats terroristes en Europe. Mais que se passe-t-il au niveau individuel? Comment les gens se radicalisent-ils et se radicalisent-ils de la même manière? Il serait important de discuter tout d'abord de l'importance des causes et des causes profondes, en anglais root causes, en particulier pour la radicalisation. Naturellement, des griefs existants ou imaginaires, une situation politique projetant diverses formes d'injustice comme la guerre en Syrie, sont nécessaires comme cadre général, notamment pour que les récits de propagande fonctionnent. Mais ils ne sont pas suffisants. En effet, comme nous l'avons appris de la littérature sur les mouvements sociaux, le grief est omniprésent, la protestation ne l'est pas. Également, au niveau individuel, on peut trouver divers types de griefs ou de problèmes dans le passé de beaucoup d'individus. En effet, il y a un certain degré de partialité à vouloir trouver quelque chose qui n'allait pas dans la vie d'un individu en particulier. Pourtant, il est plus difficile, voire impossible de montrer que ces circonstances ont, de quelque manière que ce soit, poussé cette personne à se radicaliser. L'une des raisons est que la radicalisation est un processus. Ce n'est pas un état, ni le résultat de quelque chose. Une autre est que rétrospectivement, et sous l'influence de l'endoctrinement, de tels événements de la vie se voient accorder plus d'importance ou une signification différente qu'ils n'auraient pu avoir à l'époque. Ils sont, pour ainsi dire, vus à travers le prisme idéologique et reçoivent une signification en conséquence. Enfin, et celle-ci est une critique centrale de l'approche dite déterministe, alors root causes ou des causes profondes, beaucoup de gens partagent ce genre de traits s'il s'agit de discrimination, d'un père disparu ou des problèmes et pourtant la grande majorité ne se radicalise pas. C'est ce qu'on appelle le problème de spécificité. Les explications déterministes ne sont ni suffisantes ni nécessaires. En effet, en particulier à l'époque de l'Al-Qaïda, nous avons assisté à la radicalisation d'individus sans problème particulier, tant sur le plan personnel que social. Alors, quelle autre piste pouvons-nous explorer pour comprendre le processus de radicalisation et ses caractéristiques? Au niveau individuel, un certain nombre de mécanismes de radicalisation se produisent, quel que soit le spectre idéologique, et peuvent être interprétés dans un sens plus large comme constituant un processus. En outre, un certain nombre de mécanismes peuvent être distingués qui sont plus généraux que des caractéristiques ou des situations individuelles. Dans mon modèle initial que je développais pour la radicalisation islamiste, puis étendu à l'extrémisme de droite, je distingue 3 phases. Une d'exploration, une de concentration intense
et une de professionnalisation. Le contact avec la propagande des sites web ou des individus extrémistes se produit pour de nombreuses personnes et de nombreuses reprises, soit par Occident, soit dans le cadre d'efforts de recrutement. Les jeunes sont particulièrement approchés dans les établissements d'enseignement en ligne ou dans la rue. À ce stade, le processus peut aller dans les deux sens. L'individu peut sortir du processus ou continuer à se radicaliser dans la phase suivante. Ici, l'accent est mis sur des sujets et des individus liés à l'environnement radical. Concrètement, les individus consacreront de plus en plus de temps et d'efforts à la cause politique et concentreront leur interaction sociale au sein de certains cercles sociaux. C'est la situation typique de nuit passée devant l'ordinateur ou à regarder des vidéos ou à discuter sur les forums. Ce qui est devenu une préoccupation intense pour une cause peut lentement évoluer vers une activité que l'on exerce professionnellement. Dans cette dernière phase, certaines compétences trouvent une application dans la vie de terroristes ou bien on acquiert de nouvelles compétences ou de nouveaux rôles et on remplit des missions. En ce qui concerne les mécanismes mentionnés, un mécanisme évident est l'isolement progressif des individus et des groupes de la société plus générale, à la fois sur le plan cognitif et social. En d'autres termes, les individus qui se radicalisent n'accéderont progressivement aux idées et discours propres à la scène respective et réduiront également progressivement leur contact avec des personnes extérieures à cette scène. Cela rend évidemment de plus en plus difficile d'atteindre ces individus et leur méfiance à l'égard des idées dominantes ou générales de la société, des médias et des gens augmentera progressivement jusqu'au point de tout qualifier de, ça c'est en allemand, Lügenpresse, presse messengère, ça veut dire tout c'est menti. Cet isolement est motivé par la focalisation croissante des individus qui se radicalisent sur des sujets spécifiques. Un contact constant et intense avec la propagande extrémiste et la désinformation. Cet isolement graduel n'est qu'une partie d'un sous-processus plus large de profonde transformation personnelle. Au fur et à mesure que les individus dérivent vers des idéologies alternatives, leur vie personnelle change, des habitudes alimentaires au type de personnes qu'ils rencontrent, ainsi que des types de sujets, d'objectifs qu'ils trouvent importants, et finalement les types de voies qui sont jugées acceptables pour atteindre ces objectifs. Cette transformation suit des lignes idéologiques, mais l'idéologie seule ne suffit pas, comme il ne suffit pas de lire un manifeste pour se radicaliser. C'est un processus profondément interpersonnel et avec des marqueurs particuliers tels que une vue étroite, tunnel view en anglais, la préoccupation exclusive de certains sujets les élève à un niveau d'importance suprême, voire vital. Pour les individus radicalisés, la cause est supérieure à toutes les autres préoccupations et est souvent décrite comme les conditions sous-jacentes de la survie elle-même. Cette vue étroite ne permet pas à d'autres sujets d'émerger ou d'être pris en compte et protège également contre d'autres explications ou avenues, d'autres opinions aussi. Une autre caractéristique est le savoir privilégié. Les individus qui se radicalisent se considèrent comme accédant à un savoir exclusif auquel les autres sont aveugles ou n'ont tout simplement pas accès. Ce savoir exclusif les confère à son tour une aura de particularité. Ils sont l'avant-garde, les élus. Les individus radicalisés ne sont pas motivés différemment des personnes ordinaires au niveau psychologique, ça veut dire. Ils visent généralement un statut, la reconnaissance, faire une différence dans le monde et l'environnement social qui les entoure leur fournit la rétroaction nécessaire. Ces motivations fonctionnent cependant dans un environnement idéationnel alternatif où les priorités et les valeurs ont changé. Il est important de noter que les motivations
un récit de traitement injuste, parfois menaçant pour l'existence même. Le pouvoir du récit se nourrit du savoir-faire des entrepreneurs extrémistes et de la manière dont ils sont capables d'utiliser des preuves pseudo-scientifiques ou empiriques, souvent fabriquées et souvent comme vidéos, le charisme des dirigeants individuels ou des références culturelles et historiques. Le recours à la violence se produit dans divers types de conditions. La plus simple étant le respect déjà mentionné des scénarios établis. Le proverbial la ligne est rendre certains types de violence possibles est une motivation immédiate pour les suivis car il abaisse le seuil d'inhibition. Le recours sociopsychologique à la violence doit apparaître subjectivement comme absolument nécessaire, un moyen de dernier recours pour éviter une catastrophe encore plus grande. Encore une fois, cela ne correspond généralement pas à la réalité, mais est le résultat d'un isolement socio-cognitif du courant dominant, d'une vision étroite et d'une dynamique de groupe. Par exemple, les études montrent que les individus en groupe ont tendance à avoir des opinions plus extrêmes qu'ils n'auraient pas eux-mêmes. Alors, pas dans un groupe. Certains déclencheurs facilitent l'ultime étape vers la violence. Il s'agit souvent d'actions de l'État ou d'autres types de provocations perçues. La paranoïa et les délires de persécution qui accompagnent souvent les processus de radicalisation peuvent également conduire à l'émergence de menaces immédiates perçues. Normalement, des ressources et des opportunités doivent également être disponibles pour qu'une action violente ait lieu. Actuellement, ces deux éléments ont atteint un niveau qui permet même à des personnes sans formation militaire d'agir. Après ce tour d'horizon, il devient clair qu'ils sont en effet également, que ces mécanismes sont en effet également applicables à de nouvelles formes de radicalisation, comme le mouvement anti-vax. Je ne suis pas sûre comment ça se dit en français. Par exemple, éventuellement à des groupes environnementaux. Une autre observation plus large qui peut être faite sur les développements futurs est que nous pourrions à nouveau nous diriger vers des unités d'analyse plus larges, des individus et des groupes en masse. En effet, la prise du Capitole dans les États-Unis et encore une fois les anti-vaxxers ont été évoqués par des concepts tels que la radicalisation de masse. Un autre élément à considérer et qui pourrait être particulièrement pertinent pour les débats ici est l'importance de l'environnement social. L'environnement social plus large qui pourrait ne partager que certains des idées et des objectifs des personnes radicalisées. Il est important de noter que nous devrions nous éloigner d'un groupe supposément prédéfini, le groupe radical, le milieu radical qui est, il y en a beaucoup sur ce thème-là, et nous entendre à une variété de groupes et d'individus et d'institutions qui ont tous en effet sur le processus de radicalisation individuelle. Nous pouvons notamment penser à l'assassinat du politicien allemand Lübke. Cet individu, l'assassin, avait été socialisé auparavant dans presque toutes les formes d'organisation d'extrême droite en Allemagne, y compris l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland. Il est important de noter que son action particulière a été fortement influencée par un état d'esprit plus large sur les plateformes d'extrême droite qui exigeaient une action violente. De même, l'individu qui a tiré sur un employé dans une station-service parce qu'il était tenu de porter un masque, a également reçu des messages d'encouragement et de compréhension en ligne de la part d'individus aux opinions extrémistes de droite. C'est certainement aussi l'un des buts du tournage des vidéos de soi avant les opérations suicides, l'attente de l'approbation de l'environnement social plus large. Enfin, dans ce contexte également et de manière plus générale, il est important de comprendre ce qui ne constitue pas du terrorisme, ce qui signifie une radicalisation de nature différente, autre que la radicalisation politique, et de différencier concrètement le fondamentalisme et l'extrémisme. Et oui,
c'est tout ce que je voulais dire. Et si vous avez des questions, je vais essayer de répondre en français ou sinon en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui propose une approche effectivement psychosociologique de la radicalisation. Avant de laisser la parole à la salle, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de vous demander comment est-ce qu'il y a un lien entre ces différentes radicalités que vous avez décrites? Est-ce que ces radicalités s'alimentent? Est-ce qu'elles se nourrissent mutuellement? Ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous constatez? Voilà, est-ce que c'est l'espace social comment l'espace social nourrit ces radicalités, comment ces radicalités se nourrissent entre elles, peut-être, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou analysé? Oui, on a en fait des articles et il y a de la recherche sur ce thème-là. Il s'agit de radicalisation réciproque. And I will continue now in English because it gets more complicated to do it spontaneously. So basically, it's the idea of extreme right and Islamist radicalization feeding on each other. And that really happens especially at the narrative level. So basically, for example, you'll see, there was a rise in far right radicalization and extremism, especially also in these in the German-speaking countries, with the first terrorist attacks, right? So the far right has instrumentalized very intensively Islamist violence to show that this is a problem, but by extending it to Islam in general, and this is a key point. So it's not about problematizing Islamist violence, which is of course a problem for everybody, but trying in the discourse to extend this to say that it's actually a problem of Islam, of Muslims, and that's the main thing. And of course, we also see, if we look at, say, online chats, forums, Telegram, and everything, whenever something happens in the political scene, especially since we have a number of far-right parties who are quite strong in the mainstream politics, whenever something happens, something provocative is being said, there will be a reaction in the Salafi forums, in the Jihadi forums. There are reactions concerning, for example, the veil, the hijab, and other measures which are perceived as targeting Muslims. And of course, these kinds of discourses, but also the actions themselves, are very helpful in motivating people towards extremist ideologies and explanations. And I mean, in my opinion, I think if you look historically, it's normal for extremisms to feed off each other, but I think the responsibility is with mainstream politics to keep things apart, right? To offer a mainstream, a middle way. And if this doesn't happen, then this dynamic will be even stronger. Thank you. We are in France, and so we need some translation for any of the people here. So I'll let you the word for the translation. For this question, I don't think we're too late because it was pretty long as an answer. But from this point on, I think I will try to translate the responses you give and the questions you get, if you would like. But if we can do it in little bits and pieces, that would be easier. Okay. I'll try to be shorter as well. D'accord. Ben juste alors, en deux mots, grosso modo, oui, il y a un lien. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y a un lien entre que l'extrême droite s'alimente du djihadisme, et entre autres quand il y a un attentat et inversement au niveau des récits. Voilà, en deux mots pour résumer ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous en prie. Oui, bonjour. Je vais vous poser la question en français parce que comme toute Française, je parle très mal l'anglais, mais vous pouvez très bien me répondre en anglais, il n'y a aucun souci. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, d'un point de vue théorique, je suis tout à fait
d'accord avec vos propos. J'avais deux questions. Vous avez terminé sur l'idée qu'il fallait absolument distinguer fondamentalisme et extrémisme. Est-ce que vous entendez par là, mais peut-être que je me trompe, hein, que le fondamentalisme serait une radicalisation cognitive et l'extrémisme une radicalisation comportementale, ou est-ce autre chose? Et si oui, quoi? Ça, c'était la première question. La seconde, alors moi, je suis pas du tout spécialiste, hein, enfin, j'ignore tout, hein, et du djihadisme et du militantisme d'extrême droite. En revanche, je travaille depuis plusieurs décennies maintenant sur la radicalité de gauche, hein. Mais ce qui me semble, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a une différence quand même assez importante ces dernières années, on va dire, entre le djihadisme, en tout cas du point de vue de ce que j'observe, enfin en France, quoi, et que j'observe en lisant le journal. Hein, je ne vais pas interviewer les militants, entre le militantisme djihadiste et le militantisme d'extrême droite, qui pose la question du rapport au temps et du rapport au groupe, parce que vous avez beaucoup insisté sur la dimension strictement individuelle. Mais pour beaucoup, le processus de radicalisation, hein, ou de montée, d'escalade dans le recours à la violence relève d'un processus aussi de groupe, que ce soit le rôle du couple dans le militantisme, le rôle de la fratrie, du militantisme entre frères ou entre frères et sœurs, par exemple dans le djihadisme, etc. Et ça prend un certain temps. Or, j'ai l'impression qu'on assiste depuis depuis que Daesh est moins puissant, hein, à des processus du côté des militants, enfin du côté des djihadistes, à des processus de radicalisation plus solitaires et plus virtuels, en tout cas, où il n'y a pas cette camaraderie physique, si je puis dire, par rapport à la camaraderie physique très importante dans le militantisme d'extrême droite, d'extrême gauche aussi d'ailleurs, et sur des processus beaucoup plus rapides. Donc, est-ce que je me trompe complètement, ou est-ce que vous constatez également ce phénomène, et auquel cas la radicalisation djihadiste telle qu'elle s'exprime récemment, hein, nous obligerait, en tant que sociologue, à repenser les processus de radicalisation vers une moindre importance des phénomènes de groupe et effectivement une dimension psychologique, individuelle plus importante. Voilà. Thank you very much. Very interesting questions. So I'll try to be compact. I'll start with the second one. So indeed, we have seen recently an increased role for the internet and the so-called online radicalization. The conclusion, yes, Gigi, do you want to translate? Can we do it in little sentences so that it's easier? Thank you. So, on voit une augmentation en ligne de ce type de mouvement, et elle trouve les questions très pertinentes. You can go on. The initial conclusions are that the internet as such does not radicalize. The internet is a facilitator of mechanisms that existed before. So in a nutshell, online, everything happens quicker, but the mechanisms are similar to the ones that used to occur only in the offline world. Alors, Internet facilite bien sûr le déroulé de choses, et ça facilite ce qui existe déjà. Tout se passe plus vite en ligne, donc c'est pas voilà. Oui. Donc. So it's the same, le même processus, mais c'est plus rapide en ligne. Mais en fait, on a toujours des communautés, mais ils sont en ligne, ils sont pas physiques. Mais c'est la même, ce sont toujours des relations entre les personnes, et la communication et ce que se passe en ligne est similaire avec ce qui s'est passé before, physiquement. Ce que l'Internet fait
And so it intensifies the process and makes it quicker. So you're right with the point quick, but not necessarily so much new. Okay. Concerning the second question, I think it was, so for me, it was an observation and some, well, the difference is if you compare, for example, what happened in France with the murder of Samuel Paty, and the motivation behind that, and if you compare it to the motivation of, say, individuals going to Syria, it's different. It seems that there is, so in a typical jihadi radicalization process, you see, or at least the ones that we used to know before, and definitely in my country, they were very much political. So when I say extremism, I mean political, especially. Of course, you have different types, yeah, but mainly political. With the fundamentalist part, I mean mainly of religious nature. So, you know, if my motivation is the prophet, you know, was insulted, it's different to say, well, you know, actually, I want to, I am upset by what's going on in Syria. You know, there's a war there. I have to help people, or I want to create an Islamic state. I think democracy is not the best thing to do. You know, it's a little bit different. I'm not sure. It's something that seems to appear, and I basically saw it as a new development. Alors, quand on regarde la différence entre la France et ce qui c'est le meurtre de Samuel Paty, par exemple, et la motivation derrière les individus qui vont partir en Syrie pour faire la guerre, dans leur radicalisation typique, ils sont très politiques. Quand elle dit extrémisme, elle entend politique d'une nature religieuse. Si le prophète est insulté, par exemple, et si je suis énervée parce que parce qu'il se passe en Syrie, il y a une différence. C'est pas la même nature. Alors, il y a le chat. Sur le chat, on a une question, Colline. Oui, on a une question en anglais. Alors, si vous avez trouvé l'accent de Bruno mauvais, le mien est pire. C'est peut-être mieux si vous lisez vous-même. Ou je peux lire. Ok. Alors, thank you very much for your presentation. From your research, what can you say about the role of social media? And do you have an opinion on the efficiency of the current approach developed by most mainstream platform tracking and I got it. extremism? Yeah, I got it. Now, it's again a very important, very how to say current question. So we're talking about deplatforming. So this is the term that has been used also in policy circles. Deplatforming, basically closing accounts, if it's Twitter, if it's Telegram. And of course, I mean, what happens is that you close accounts on one platform, the extremist actors are going to open new ones somewhere else. So typically for jihadis, it was basically a movement from Facebook to Twitter to Telegram. And now they also have to leave Telegram because Telegram has also agreed to basically deplatform them. And what happens is they are migrating to smaller social media platforms. And also they tried new techniques. So for example, on Twitter, they make a new profile and they post something and then they disappear, right? But there's many, so it's like a campaign. The question of efficiency is, does it make sense to do this? You cannot stop them. You cannot actually effectively fight them by deplatforming because they will just arise somewhere else. In order, what you need to do is you have to confront the propaganda. You have to develop the so-called counter narratives. But deplatforming definitely makes their lives more difficult. Yeah. So you don't take them away, but you slow them down.
Alors, il y a un terme qui est important, qui est le deplatforming. C'est de les enlever du plateforme. Ils étaient par exemple d'abord sur Twitter et Facebook, et maintenant, plus principalement, ils sont sur Telegram. Et sur ces plateformes-là, on va supprimer leur compte et ils vont rouvrir un nouveau. Donc, il y avait une stratégie, par exemple, de créer des comptes, publier une chose ou peu de choses, et puis être viré des plateformes. Et actuellement, à cause de cette raison-là, ils vont migrer sur des plateformes qui sont beaucoup plus petites que Twitter et Facebook, par exemple. Et on ne peut pas effectivement gérer la situation avec la déplatforming. Ça ralentit leur efficacité, mais c'est pas une solution. Merci beaucoup. Ça va être l'heure de la pause. Merci à Colline d'avoir osé parler en anglais et surtout merci à vous pour la traduction. Merci à Daniela de nous avoir offert cette intervention. Donc on prend un quart d'heure de pause et puis on se retrouve à 17h pour l'intervention de Madame Sommier.